Pourquoi étudier à l'heure actuelle encore l'histoire des institutions et faire de l'histoire comparée des institutions? C'est une matière qui peut paraître pour vous et pour beaucoup de gens assez aride, assez austère. Et pourtant, les institutions, quand on parle du passé, nous permettent de comprendre comment nous sommes arrivés aujourd'hui, dans notre pays, mais pas seulement, à pouvoir faire fonctionner un régime politique donné en équilibrant ou pas un certain nombre de pouvoirs. Les institutions, et j'ai eu l'occasion d'en expliquer dans d'autres cours, ne sont que l'écume de la mer. Autrement dit, les institutions ne fondent pas une société. Les institutions reflètent plutôt l'organisation d'un rapport de force entre des classes sociales, ou en tout cas voudraient refléter un ordre décidé par des gens qui ont pris le pouvoir ou y sont arrivés de manière démocratique. Le thème que j'ai abordé aujourd'hui, les institutions byzantines du 7e au 11e siècle, est un sujet qui peut paraître très loin des préoccupations des jeunes auxquels vous allez devoir enseigner. Et pourtant, il y a une certaine modernité dans ces institutions byzantines, comme nous allons le voir. Mais je me réserve pour expliquer cette modernité dans le cours de mon exposé, et j'y reviendrai aussi dans mes conclusions. Donc vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'un sujet comme ça, hors sol. C'est une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Le personnage clé des institutions byzantines, c'est l'empereur. L'empereur qui possède tous les pouvoirs. L'empereur byzantin est un monarque absolu de droit divin. Et vous savez que cette expression, monarchie absolue de droit divin, on a tendance à la réserver pour l'époque moderne, et plus particulièrement pour la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle. En fait, ce concept de monarchie absolue de droit divin est en fait une notion que l'on retrouve depuis la création des États. Car qu'est-ce qu'un pharaon, sinon un monarque absolu de droit divin? Même si la notion de droit divin a quelque chose de limitatif, puisque le pharaon lui-même est l'incarnation d'un dieu. Donc ça va plus loin qu'un droit. Il s'agit d'un roi-dieu, d'un roi-prêtre en tout cas. Je dirais que le monarque à Byzance est à mi-chemin entre le pharaon de l'Égypte antique et le monarque de l'époque moderne comme Louis XIV. Car le monarque byzantin est un véritable prêtre qui pratique une doctrine que l'on a appelée par la suite le césaropapisme. Autrement dit, le rôle de l'empereur est double. Il est à la fois le chef sur le plan politique, civil, mais il est en même temps, en tant que représentant de Dieu sur terre, en tant que lieutenant de Dieu sur terre, celui qui protège naturellement la religion, et plus particulièrement l'Église qui
à partir du milieu du XIe siècle, va devenir l'Église orthodoxe, se séparant ainsi de l'Église catholique, de l'Église latine, de l'Église romaine. Je vous ai déjà dit, et donc je ne fais que me répéter dans les nombreux cours d'histoire que je vous donne, que pour pouvoir arriver au pouvoir et s'y maintenir, un monarque a besoin de légitimation. C'est essentiel. Ces légitimations, elles appartiennent à l'ordre intellectuel, mais cette légitimation doit être fondée sur un rapport de force matérielle. Sinon, cette légitimation ne tiendrait pas. À Byzance, l'empereur, je viens de vous le dire, est le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il prend sa place. Lieutenant, il tient lieu de Dieu sur terre. Autrement dit, dans le ciel, il y a Dieu, et sur terre, il y a l'empereur, qui est son représentant. Donc, l'empereur est l'équivalent sur terre de Dieu dans les cieux. L'empereur a besoin, pour pouvoir être légitimé, tout d'abord d'avoir la principale force qui peut faire la distinction entre des prétendants au trône, à savoir l'armée. C'est essentiel d'avoir l'armée. Autrement dit, un empereur ne peut exercer son pouvoir que dans la mesure où il a l'armée avec lui. À l'époque qui nous intéresse, du 7e au 11e siècle, le Sénat ne joue plus le rôle qu'il avait pu avoir à un moment donné dans l'Antiquité. Le Sénat est avant tout un groupe social. Donc quand vous êtes sénateur à Byzance, vous n'êtes pas membre d'une assemblée délibérante, on dirait aujourd'hui l'équivalent d'un parlement, vous êtes en fait le membre d'une classe sociale déterminée, qui est évidemment la classe la plus haute dans la hiérarchie sociale. L'accès au trône est avalisé symboliquement par la présence des sénateurs dans une loge dans l'hippodrome de Constantinople, l'hippodrome qui, pour les Byzantins, serait l'équivalent d'un grand stade de football à l'heure actuelle. Et vous savez qu'aujourd'hui, les chefs d'État, les présidents de la République, sont régulièrement présents lorsqu'il y a une finale à un haut niveau où leur nation participe à une compétition. C'est inévitable. Il y a un mot pour lequel vous avez une difficulté, peut-être vous pouvez me le demander. Hein? Non, entendu. Donc, bon, on va bien le voir demain. Alors là, il ne s'agit pas d'une manifestation footballistique, mais la présence d'Emmanuel Macron aux obsèques à l'église de la Madeleine à Paris, le défilé, ou plus exactement, oui, le déplacement du cercueil de cette star Johnny Hallyday depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde, cette cérémonie qui est avalisée par le pouvoir sous forme d'hommage populaire, même s'il ne s'agit pas d'un hommage national, participe évidemment d'une action politique, bien entendu. Donc de la propagande. Il faut que le souverain, en l'occurrence ici Macron, c'est bien que c'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas le président, mais en fait,
Dans les faits, il s'agit d'un rituel monarchique que le président de la République, que le chef de l'État, donne sa bénédiction à ce type de manifestation, montrant ainsi qu'il est proche du peuple, hein, qu'il est proche de cette manifestation populaire représentée par Johnny Hallyday, qui est l'équivalent de ce qu'au Moyen-Âge on aurait appelé un saint. Voilà, sauf que c'est un saint populaire. Au Moyen-Âge, il aurait été sanctifié. On en aurait, voilà, sur sa tombe, voilà, on aurait peut-être construit une église, il y aurait eu des pèlerinages vers son tombeau. Ça se passait comme ça au Moyen-Âge. Et bien donc, si je fais référence à ça, c'est pour vous montrer en fait que le souverain ici, à Byzance, eh bien, fonctionne un petit peu de la même manière. Il a besoin d'avoir d'une part le soutien de l'armée, il a soutien d'autre part, sous le plan symbolique, de ceux qui ont une puissance sociale indéniable et la richesse sur le plan foncier, ce sont les sénateurs, ils sont présents à l'hippodrome, et alors, bien sûr, il y a l'acclamation populaire à l'hippodrome. Donc vous voyez que tous ces éléments donc, ont un rôle essentiel. Mais à côté de ça, vous avez aussi d'autres éléments qui participent de cette légitimation. C'est tout d'abord la légitimation dynastique, l'hérédité. Pour éviter que n'importe qui puisse, dans le cadre d'un simple rapport de force, à la suite d'un coup d'État, pouvoir se proclamer empereur, il existe des règles, on pourrait dire des règles rituelles, qui permettent à l'empereur d'être légitimé. Eh bien, c'est l'hérédité. C'est le fait d'appartenir à une famille où il y a déjà des empereurs, et mieux encore, d'être le fils d'une impératrice régnante. Pour bien marquer que le nouveau-né, au moment de l'accouchement, est bien légitime et est bien celui qui sera l'héritier qui va succéder à son père, il va naître au palais, dans une salle prévue spécifiquement à cet effet qu'on appelle la porphyra. La porphyra est une salle dallée de marbre pourpre, autrement dit de marbre rouge. Et c'est la raison pour laquelle les empereurs qui sont nés comme héritiers, donc, dans cette salle d'accouchement dallée de marbre rouge s'appellent des empereurs porphyrogénètes. Génète, il ne faut pas avoir fait beaucoup de grec, ou même, ce n'est pas nécessaire d'en avoir fait du tout pour comprendre que génète, pensez à la génétique, c'est l'endroit où l'on naît, donc les génètes porphyrogénètes, ça veut dire ceux qui sont nés dans la salle dallée de rouge, puisque le porphyre, hein, c'est la couleur pourpre, hein, vous connaissez le porphyre. Voilà. Donc ça, c'est un élément de légitimation qui est évidemment très important. Maintenant, il se fait qu'il y a eu, au Xe siècle en particulier, des empereurs qui étaient des usurpateurs. Mais ces empereurs qui étaient des usurpateurs ont toujours laissé régner officiellement, à côté du pouvoir que eux détenaient réellement, des empereurs porphyrogénètes, justement, qui leur permettaient donc de régner, je dirais, par personne interposée, qui leur permettaient, même s'il s'agissait d'usurpateurs, de pouvoir être légitimés d'une certaine manière. Il y a encore un dernier élément important dans la légitimation,
c'est que l'empereur est le représentant de Dieu sur terre, mais pour cela, il faut qu'il y ait une cérémonie où il soit sacré en tant qu'empereur légitime, et ça c'est le rôle du patriarche de Constantinople, qui donc va conférer à cet empereur un caractère, je dirais, indubitable, et va faire de l'empereur vraiment le lieutenant de Dieu sur terre. Donc vous avez retenu ici qu'il y a toute une série d'éléments que je viens de citer. Il y a l'armée, il y a la classe sénatoriale, il y a le peuple, il y a la tradition dynastique, il y a également le représentant le plus haut de la hiérarchie ecclésiastique. Donc tous ces éléments participent donc de la légitimation du souverain. Maintenant, retenez bien ce que je vous ai dit, c'est que dans sa fonction, l'empereur possède tous les pouvoirs, il est le personnage central des institutions politiques à Byzance, d'où émanent tous les pouvoirs. Donc il est vraiment au centre. Une de ses fonctions particulières en tant qu'empereur, en tant que dépositaire de cet absolutisme, c'est de détenir le monopole de la loi. Donc l'empereur est un législateur. Le plus grand des législateurs byzantins connus, mais ça précède d'un siècle l'époque que nous étudions ici, c'est évidemment Justinien au VIe siècle, qui est l'auteur d'un grand code civil, le code justinien. Ce code va être, comment dirais-je, rationalisé par un certain nombre de ses successeurs, par exemple au 8e siècle par des empereurs iconoclastes. Je vous parlerai d'iconoclasme dans un cours la semaine prochaine, puisqu'il sera question de la religion et de la société à Byzance à l'époque que nous étudions aujourd'hui, donc du 7e au 11e siècle, donc par des empereurs iconoclastes, et en particulier, le code justinien va être repensé, enfin les 4 parties du code justinien vont être, comment dirais-je, recodifiées et simplifiées et mises à l'ordre du jour au Xe siècle, et c'est surtout alors à partir du XIIe siècle que cette recodification va être mise en application. Il s'agit des basiliques. En grec, c'est ta basilica, donc les basiliques, et dans le mot basilique, vous avez le mot basileuse, qui était le titre de l'empereur. On pourrait même dire les impériales, si on voulait parler latin plutôt que grec. En fait, ce sont 2 Léons successifs qui ont surtout recodifié, pour les mettre au goût du jour, le code justinien. Il y a eu Léon l'Isorien, et puis il y a eu Léon le philosophe. Ce sont les 2 empereurs principaux qui ont légiféré en la matière. Le premier de ces Léons a publié un écloguet, écloguet, le titre grec c'est écloguet, alors j'ai réfléchi un petit peu, oui c'est tone nomiou, donc l'écloguet, excusez-moi, des lois, littéralement. Tone, c'est l'article défini au génitif, alors nomiou, vous connaissez nomos, qui veut dire la loi, donc des lois. Ça va ? Bon. Nous allons passer maintenant, après avoir étudié longuement le problème de la légitimation de l'empereur, donc ce qui lui permet de
régner sans qu'il n'y ait de contestation possible sur le plan idéologique et en termes de rapport de force sur le plan social. Et après avoir vu quelle est sa fonction, je vous ai dit, sa fonction, en fait, c'est que lui possède entre ses mains la totalité des pouvoirs, le monopole donc, du pouvoir. Nous allons passer maintenant à ce qui va permettre à l'empereur de mettre en œuvre sa politique, ses décisions. Ce sont les administrations. Et c'est là que j'arrive à la modernité, donc, de l'étude des institutions byzantines. Vous avez dit que c'était un sujet qui pouvait paraître comme ça, aride, vu de l'extérieur, et pourquoi étudier, faire étudier donc à des élèves de l'enseignement secondaire, même de manière passagère, parce qu'on n'étudie pas tellement en Byzance, il faut bien reconnaître, on étudie, et c'est logique, essentiellement l'Occident médiéval. C'est un peu normal d'ailleurs, pour des questions de proximité. Il n'en demeure pas moins que les institutions byzantines sont annonciatrices d'un mode de fonctionnement très moderne, c'est-à-dire la mise en place d'une bureaucratie pour permettre au pouvoir de mettre en œuvre une politique. Si vous n'avez pas une bonne administration, des grandes décisions, des lois importantes resteront lettres mortes. Vous savez qu'à notre époque, les administrations sont devenues pléthoriques. La bureaucratie, c'est un thème sur lequel on épilogue régulièrement, et en particulier, je dirais, ceux qui appartiennent à des mouvements politiques plutôt de droite et plutôt, je dirais, des libéraux, alors que la bureaucratie, même si ce n'est pas très populaire chez les gens de gauche, certainement pas, mais enfin, une administration importante permet justement à l'État d'exercer la plénitude de ses pouvoirs régaliens, ce qui est plutôt, je dirais, tout ce qui est lié à l'étatisation, c'est quand même lié plutôt à des thématiques de la gauche. Alors, comment fonctionnent ces administrations? Il faut d'abord distinguer l'organisation générale avant de comprendre l'organisation, je dirais, des administrations dans leur spécificité. Je commence tout d'abord sur le plan très général, l'organisation du personnel de l'administration. Alors quand je dis le personnel de l'administration, il faut bien nous entendre ici, il ne s'agit pas ici des fonctionnaires dont il sera question plus loin, mais essentiellement de la structure de l'administration. Alors, à Byzance, et il y a des systèmes politiques qui fonctionnent comme ça, et ils ont été nombreux à travers l'histoire, où pour tenir les gens, on leur donne des titres. Vous savez, c'est Napoléon qui a inventé la Légion d'honneur et qui, reprenant en cela, je dirais, une pratique de l'Ancien Régime, où il existait déjà, la Légion d'honneur, mais il y avait l'ordre de la Toison d'Or, enfin il y avait toute une série de l'ordre de Saint-Michel qui existait sous la monarchie capétienne, et Napoléon a inventé la Légion d'honneur, et on voit le nombre de gens que vous pouvez voir à la télévision qui ont une petite rosette ici. Vous avez vu le nombre de gens qui ont ça, et ils en sont très fiers, et ils la portent toujours, parce qu'avoir été honorés par le président de la République, alors qu'ils sont quelques dizaines de milliers, donc ils sont quand même assez nombreux, bien entendu, eh bien ça fait toujours plaisir. Ah, ça, on en est fier, c'est le narcissisme, c'est la vanité surtout. Et Napoléon, je dois dire un jour, on dirige les gens avec, comment il appelle ça, pas des bibliothèques, je ne trouve plus le terme maintenant, vous savez, avec des je ne trouve plus des colifichets, enfin vous savez, avec autrement dit, des symboles de pacotille, quoi. Parce que les gens sont naturellement vaniteux. Voilà. Et donc il y a eu des systèmes qui fonctionnent comme ça, pour vous en citer beaucoup, politiques, où les gens sont dans un système de compétition, où pour avoir telle ou telle dignité, et sous le bas empire romain, il y avait aussi des tas de titres qui étaient donnés, voilà,
ben, voilà, c'était une manière, on se battait pour essayer d'avoir un titre supérieur aux autres. Vous savez aussi qu'il y a des pays comme ça, en particulier dans le sud de l'Europe, si vous allez en Italie ou au Portugal, où on vous dit de donner un titre comme ça, tout le monde est docteur ou à peu près, et tout le monde s'appelle excellence et excellentissime, etc. Vous voyez, on en remet une couche parce que les gens, ils sont un petit sourire, ils sont fiers, ils gonflent d'orgueil, un petit peu comme les coqs. Eh bien, à Byzance, ça fonctionnait comme ça. Donc, il y avait une hiérarchie de dignité, une hiérarchie également de fonction. Et les rémunérations allaient de pair, évidemment. Toute dignité ne correspondait pas à une fonction. C'est-à-dire qu'il y avait des dignités qui étaient vides, en fait, quant à l'exercice d'un métier dans l'administration. Mais en tout cas, toute fonction, elle, avait une dignité. Donc vous voyez que ça ne fonctionnait pas dans les deux sens, mais en tout cas, quand vous aviez une fonction, vous étiez sûr d'avoir une dignité. Et les rémunérations, logiquement, étaient liées à la responsabilité que vous étiez censé posséder dans l'exercice de l'appareil de l'État. Maintenant, voyons un petit peu de plus près comment fonctionnaient les administrations. Alors, quand je dis administration, disons plutôt l'appareil de l'État, ça me semble plus juste. Il y a tout d'abord un service qui émane, je dirais, par essence du pouvoir ou des pouvoirs régaliens, c'est la justice. Il y avait, avec des spécificités qui lui étaient propres, des spécialités en termes de compétences, un tribunal impérial, donc, à Constantinople. Mais à côté de ça, vous aviez toute une série de services très hiérarchisés, donc retenez bien cette idée que le système de l'administration à Byzance est très hiérarchique et très spécialisé aussi. Donc ce n'est pas seulement une question de hiérarchie, c'est aussi une question de spécialisation. Alors, quels étaient ces services ? Vous savez qu'un État, pour pouvoir fonctionner, a d'abord besoin de sous. C'est ce qu'on appelle l'administration des finances. Je vais revenir sur toutes ces administrations plus tard. Il y a ensuite un service qui est très important, bien sûr, ça fait aussi partie des missions régaliennes. Il a besoin de services qui s'occupent de l'armée, bien sûr. Et pour pouvoir être efficace à une époque où il n'y a pas Internet, il fallait pouvoir transmettre des messages sur de très longues distances, en étant sûr, évidemment, de la qualité des messagers et sur leur efficacité. Autrement dit, a été mise en place à Byzance, à Constantinople, une poste impériale. Je reviens sur ces différents services. Ces différents services, on les appelle des secreta. Ça va ? Secreta, alors, quand vous tendez l'oreille, ça doit vous faire penser à quelque chose. Secreta, vous pensez à secret. Ben oui, c'est pas par hasard. L'État est lié, par définition, à la discrétion et au secret. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était hier, je crois, une émission de enquête à la une, c'était sur la première chaîne de télévision qui portait sur les centrales nucléaires. Et dans ce reportage, très bien fait, on voit à un moment donné un député écologiste, Jean-Marc Nollet, qui interroge le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Yann Yambon, qui est donc un flamand NVA, et qui lui dit, mais enfin,
il y a quand même un souci. L'aéroport de Liège, lorsque les avions décollent ou atterrissent, se trouve à une distance de 2 minutes et demie de vol des centrales nucléaires de Tihange. 2 minutes et demie. Et il pose la question, comment? À 2 minutes et demie. Et il lui pose la question en disant, est-ce que vous pouvez nous assurer, monsieur le ministre, que si un Boeing s'écrasait sur la centrale de Tihange, la centrale, les bâtiments résisteraient? Et le ministre, et vous allez comprendre le lien avec le cours que je suis en train de vous faire, lui répond, c'est classé confidentiel. Imaginez, classé confidentiel, ça fait plutôt paniquer la population, parce que si on dit que c'est confidentiel, ça veut dire qu'il y a un gros problème, parce que si on peut vous dire, ben non, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, il y a un souci, 2 minutes et demie de vol, donc vous comprenez bien que s'il y a un terroriste qui se trouve dans l'avion, ou tout simplement parce qu'un avion a des difficultés pour atterrir ou pour décoller, ce qui arrive de temps en temps, et s'écrase sur la centrale de Tihange, ça risque de faire quand même des petits soucis. Pensez à ce qui s'est passé à Tchernobyl, même si ce n'est pas exactement la même chose, parce que c'est une centrale qui a explosé, ou implosé comme à Fukushima. Oui, c'était Fukushima, oui, c'est ça, Fukushima. Voilà, et donc vous imaginez, ça veut dire que ici à Nivelles, quand on est à Bruxelles, si on survit, c'est pour combien d'années? On va tous se taper des cancers, on va avoir des goitres qui vont pousser, on va se trouver des drôles de tête, on va être très malade, mais de toute façon, il y aura un nuage radioactif qui va couvrir sur plusieurs milliers de kilomètres de circonférence l'Europe occidentale. Ça me paraît évident, ça s'est passé comme ça à Tchernobyl en 1986, donc il n'y a pas de raison. Mais la réponse du ministre est assez édifiante. Et vous comprenez maintenant pourquoi je faisais cette comparaison. Il dit, c'est confidentiel, vous comprenez maintenant, toutes les affaires d'État sont censées être confidentielles, secrètes. Donc ces bureaux, puisqu'il s'agit de bureaux, ces bureaux spécialisés, s'appellent des secrétariats. Ça va? C'est le pluriel d'un mot qui, au singulier, qui est un mot neutre, bureau singulier, ça se dit secréton, en grec, O-N, si vous voulez, secréton, donc secrétaire. Alors, ces bureaux sont dirigés par un personnage qui s'appelle un logotète. Ça va? Un logotète. Donc ce sont des personnages considérables, on dit directeur, en fait ce sont des équivalents d'un directeur général dans un ministère aujourd'hui, ce sont des personnages très importants. Je vous ai dit qu'il en existait d'abord pour la poste, donc il y a un secréton pour la poste, il y a un secréton donc pour le service civil de l'armée, entendons-nous bien. Alors c'est quoi le service civil de l'armée? C'est le service qui s'occupe de l'enrôlement de la population pour rentrer à l'armée. L'enrôlement, ça veut dire, vous savez ce que c'est que le rôle, quand on parle du rôle de la cause, c'est-à-dire qu'il y a des listes où sont identifiés ceux qui doivent servir. Alors, à côté de ça, le service qui est sans doute le plus important, c'est l'administration, donc le secréton, des finances. Alors, celui de l'armée, on l'appelle le stratioticon. Donc, stratio, il faut savoir, le O, à cet endroit-là, c'est un oméga. Donc, je vous ai déjà expliqué un O long, stratioticon. Ça va? Et pour les finances, ça s'appelle le génikon. Génikon. Alors le gén, ça ne vient pas d'un mot grec qui veut dire finance, c'est parce que c'était le bureau général des finances. Donc génikon, ça veut dire le service général. On
fait du mot à mot. Alors ce service s'occupait de quoi? Eh bien, il s'occupait d'une part de l'établissement du cadastre. Vous savez tous ce que c'est le cadastre? Ok, je ne dois pas l'expliquer. Établissement du cadastre, établissement également de l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt, c'est ce qui permet de déterminer sur quelle base, sur quels critères va reposer et va être évalué l'impôt dû par X ou Y. L'assiette de l'impôt, ça peut être les revenus, mais ça peut être les revenus fonciers, ça peut être des revenus, vous voyez, il y a différentes formes de revenus. C'est ça l'assiette de l'impôt. Et puis, il s'occupe, après avoir établi le cadastre et après avoir déterminé l'assiette de l'impôt, c'est ce service-là également qui s'occupe de la réception, ben oui, hein, de l'impôt. C'est inévitable. Il y a donc des personnages qui, dans cette administration, ont pour ordre de s'occuper au niveau des provinces de tous ces aspects. Donc c'est une administration qui est très importante à Byzance, mais qui envoie donc des gens sur place, des fonctionnaires, pour pouvoir répondre aux missions de l'État, aux décisions de l'empereur, autrement dit. Tous les fonctionnaires qui travaillent dans ces secrétas s'appellent des secretikoi, c'est ça. Secretikos au singulier, secretikoi au pluriel. Secretikos, ça veut dire un fonctionnaire. Donc littéralement, on devrait traduire ça par un secrétaire. Vous remarquez qu'à l'heure actuelle, on utilise toujours le mot secrétaire. Hein? C'est quoi quand on dit une secrétaire? On dit souvent au féminin parce que c'est une profession qui a été longtemps féminisée, mais enfin il y a des secrétaires masculins, que je sache. Hein? Eh bien, un ou une secrétaire, ben oui, des secrétaires d'État par exemple, hein? Un secrétaire d'État. Eh bien, quand on dit une secrétaire ou un secrétaire qui travaille dans une administration, c'est quelqu'un qui possède des secrets et qui déontologiquement d'ailleurs est tenu à la confidentialité parce que c'est une personne qui possède des informations qu'elle ne peut pas communiquer à d'autres. C'est une des spécificités, je dirais même c'est la première des spécificités de quelqu'un qui travaille dans un secrétariat. Donc vous voyez qu'il y a, c'est intéressant une fois de plus, et vous savez que j'en fais souvent d'étymologie, de comprendre que derrière les mots, il y a des réalités. Et en tout cas, que les mots participent de l'image que l'administration, ici en l'occurrence la bureaucratie byzantine, veut se donner face au public. C'est un lieu de secret. Voilà comment les choses ont fonctionné au 7e, 8e siècle, voire au-delà. À partir du 7e, 8e siècle, maintenant quand on voit plus spécifiquement le problème de l'armée, parce que vous avez dit que vous avez parlé beaucoup des finances, maintenant vous parlez de l'armée. Vous voyez où tout ça se trouve dans mon plan? Parce que je vois Wendy qui est en train de froncer les sourcils. Il y a un petit souci, tu peux le dire? Non, parce que j'ai regardé l'offre, parce que j'ai Drôme, du coup j'essaie de... Ah mais Drôme, c'est la poste. C'est la poste, hein. J'ai peut-être pas utilisé le mot, mais Drôme, c'est la poste. Ça me perturbait parce que je ne retrouvais pas les Drôme. D'accord, voilà. Mais donc, j'en ai parlé, sauf que je n'ai pas cité le nom technique. Voilà. Mais pour le reste, je crois que je suis le plan que je vous ai donné, hein, sinon, me semble-t-il. S'il y a un souci, dites-le moi. Hein. Voilà, peut-être que je reviendrai après sur un sujet. Pas dans les yeux pour l'instant. Alors, le point suivant, c'était bien l'armée, je crois, ce que j'avais prévu de voir. Hein. Il me semble, oui. Enfin, voilà, on est dans l'ordre alors. Hein. Alors, l'armée maintenant.
peut avoir dans l'administration. Je suis plus précis avec ça. La question est de savoir comment, dans les provinces, puisque ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent concerne essentiellement l'administration centrale, vous êtes bien d'accord, je vous ai parlé de ce système de dignité, je vous ai parlé de ce système de fonctions, je vous ai parlé également des différents bureaux spécialisés qui se trouvent à Constantinople. Maintenant, on va voir comment ça se passe sur l'ensemble du territoire, parce que Constantinople est une capitale, mais elle est la capitale d'un empire. N'oubliez pas que le mot capitale vient du mot caput, qui en latin veut dire la tête. Mais s'il y a une tête, ça veut dire qu'il y a un corps. Maintenant, je vous parle du corps. Alors, les provinces. Et là, on va voir justement le rôle de l'armée et des chefs militaires. L'Empire byzantin, à partir du 7e et du 8e siècle, ou plutôt à cette époque précisément, va connaître des agressions importantes venant du monde musulman. Donc, le 7e et le 8e siècle c'est la période de la grande conquête arabe. La conquête arabe, dans un premier temps, un peu musulmane, parce que n'oubliez pas que l'empire musulman n'est pas constitué que d'Arabes, mais dans un premier temps, ce sont quand même des Arabes. Ils viennent bien de la péninsule arabique, même si par la suite, effectivement, d'autres peuples vont être agglomérés dans cet empire musulman, comme les Perses, comme les Berbères et d'autres peuples dont il ne va pas être question ici. Mais à l'origine, c'est bien donc les Arabes qui créent cet empire musulman. Donc, le 7e et 8e siècle sont la période où l'empire musulman connaît sa plus grande expansion, très rapide d'ailleurs, donc à l'époque des 4 compagnons de Mahomet qui lui succèdent, les 4 califes, et puis après, surtout sous la période omeyyade, donc entre 661 et 749-750 de notre ère, si je ne calcule pas d'après l'Hégire, bien sûr, l'ère musulmane, donc pendant un siècle, donc c'est la grande période. La période des Abbassides n'est pas une période qui s'étend donc de 750 jusqu'à 1258, c'est pas une période de grande conquête. Donc l'essentiel de la conquête, ça se fait vraiment entre Mahomet qui conquiert la péninsule arabique et l'époque des Omeyyades, où là il y a vraiment une extension tout à fait considérable. Donc, à l'époque du 7e et du 8e siècle, l'Empire byzantin a dû donner un rôle considérable à l'armée, parce que l'armée, elle devait se battre sur un front assez étendu. C'est l'époque où l'Empire byzantin perd la plus grande partie de son territoire. N'oubliez pas que tout le Proche-Orient était byzantin. Quand vous étiez en Égypte, vous étiez dans l'Empire byzantin. Quand vous étiez en Syrie, vous étiez dans l'Empire byzantin. Or, tous ces territoires disparaissent au profit de cet empire musulman. Et les musulmans vont donc menacer directement, ils vont même assiéger Constantinople à cette époque-là. Donc, l'empire byzantin est vraiment menacé de toutes parts. Donc, l'armée doit résister. C'est l'époque où la notion de thème va être créée. Vous voyez ça dans vos notes? Oui, les thèmes. Bon, ok. Les thèmes vont être créés. Alors, ces thèmes, à un moment donné, ne seront plus qu'au nombre de 5. Nous serons au départ qu'au nombre de 5. Il y en aura 3 en Anatolie, donc en Asie mineure, et il y en aura 2 sur le continent européen, la Thrace et l'Élade. Au fur et à mesure que l'Empire byzantin reprend du poil de la bête, c'est-à-dire au 9e, au 10e, 11e siècle, au moment même où l'Empire musulman, lui-même, l'Empire abbasside,
se fractionne et connaît son déclin. Une série de territoires qui appartenaient jadis à l'Empire byzantin redeviennent byzantins à ce moment-là. Donc le nombre de thèmes va augmenter, va aller au-delà de 5. Sans compter que pour éviter que des généraux, ceux que l'on appelle des stratèges, en grec ce sont des stratégoi, stratégos au singulier, que les stratégoi ne deviennent trop puissants, certains thèmes ont été divisés pour éviter qu'ils ne deviennent trop puissants. Et c'est ainsi qu'on va se trouver à un nombre de thèmes qui est un peu inférieur à 30. 28 si mes souvenirs sont bons. 28 ou 29. Ces stratégoi dépendent directement du pouvoir central. Ce qui limite, d'une certaine manière, leur capacité de nuire s'ils en avaient envie. Parce que vous savez qu'à une époque où les communications étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, il pouvait y avoir des velléités de la part de ces gouverneurs militaires de province de prendre une certaine autonomie. C'était le problème de tous les pouvoirs politiques depuis l'Antiquité. Vous savez, dans les différents empires qui sont succédés depuis l'Antiquité. Le terme thème, à l'origine, signifie contingent militaire. Donc, autrement dit, un thème, à l'origine, c'est un groupe, ce sont des régiments de soldats. Comme ces soldats, ces militaires étaient confinés dans une province particulière, le mot thème a signifié en même temps, dans un premier temps, le contingent militaire et d'autre part la province où ils étaient stationnés. Et puis, de proche en proche, le mot thème n'a plus signifié que la province elle-même. Donc vous voyez l'évolution des mots. Donc, à l'époque qui nous intéresse, quand je parle de thème, il s'agit bien de province. Comme il y avait une menace au 7e, 8e siècle, immédiate, qui était l'agresseur musulman, le pouvoir civil et militaire les pouvoirs civils et militaires avaient été rassemblés entre les mains des stratégoi qui dirigeaient les thèmes. À partir du moment où on passe à une époque de reconquête de l'Empire byzantin sur ses anciennes provinces, le rôle des stratégoi va diminuer au profit des juges, autrement dit, les juges appartiennent à une institution civile et non pas militaire, et un juge, en grec, ça se dit krites. Le mot krites, vous le connaissez peut-être sans le savoir, même s'il s'agit du grec, vous connaissez le mot crise, et vous connaissez, en tout cas, comme futur professeur d'histoire, le terme critique. Quand on dit qu'on fait de la critique historique, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la critique historique? Eh bien, l'historien est en position d'être un juge. Il essaye de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Il juge, autrement dit. Donc le mot critique vient du mot krites, qui en grec veut dire juge. Donc vous voyez que l'évolution des institutions correspond à une évolution de la société et des dangers qui la menacent.
XIe et vers le XIIe siècle. Comment les choses progressent. Quand, si vous voulez, pour pouvoir répondre à l'originalité, à la spécificité de l'agression musulmane qui procède, non pas comme dans des guerres dites classiques, mais sous la forme de razzia, puisqu'à l'origine, quand même, les Arabes, ou une partie d'entre eux, en tout cas, sont des bédouins, des nomades, même s'il y a aussi des sédentaires parmi eux qu'il ne faudrait quand même pas oublier. Ce sera l'objet de mon prochain cours, d'ailleurs, sur campagne et ville dans l'islam du 7e au 12e siècle. Comme il y a des razzias, le meilleur moyen d'y remédier, c'est d'avoir des contingents militaires sur place. Et la solution qui a été imaginée à ce moment-là, c'est d'enrôler des paysans qui se portaient volontaires pour être des soldats paysans, et ça doit vous rappeler la fin de l'Empire romain également. À la fin de l'Empire romain, il y a aussi des colons, il y avait même des, vous vous souvenez, ces barbares dont j'ai pu vous parler dans un cours antérieur, qui avaient été fixés le long du Limès, le long de la frontière de l'Empire, le long du Rhin, le long du Danube, pour défendre la frontière, et qui recevaient comme salaire, si vous voulez, une terre qu'ils pouvaient cultiver. Donc, ils étaient en même temps soldats et paysans. Mais ici, on se retrouve devant une situation similaire. L'avantage pour ces paysans, c'est que la terre qu'ils reçoivent comme, je dirais, comme contrepartie de leur service militaire, le service militaire, c'est ce qu'on appelle aussi la stratéia, eh bien, c'est que ces biens deviennent inaliénables. Autrement dit, on ne peut pas leur reprendre. Ces biens ne sont pas acquis sous une forme viagère pour la durée de leur vie, mais ils peuvent les transmettre à leurs enfants, à leur descendance. Donc c'est une manière pour le pouvoir de Constantinople de les fixer non seulement sur une terre, mais aussi et surtout de s'assurer de leur service sur le plan militaire quand on a besoin d'eux. Ils seront là, et ils seront là d'autant plus qu'ils devront défendre leur terre, leur propriété. Vous savez qu'il n'y a rien de tel pour motiver les gens que défendre leur terre. Ce n'est pas par hasard que le terme patrie a été inventé. Défendre sa patrie, c'est quoi? C'est défendre sa terre. C'est pas défendre le peuple qui est sur la terre. Défendre sa patrie, c'est défendre le sol. C'est ça, défendre sa patrie. Et vous comprenez qu'en 1914, où la moitié de la population en France encore était constituée de paysans, ça voulait dire quelque chose, défendre sa patrie. C'était défendre sa terre. Voilà. Et bien donc, ces paysans soldats sont dans la même situation. Ils vont se battre d'autant plus vigoureusement que c'est leur gagne-pain qu'ils devront défendre. Ce qui est évidemment plus motivant que pour des soldats qui, eux, effectivement, appartiennent à une armée de métier et qui reçoivent une solde, si vous voulez. Mais eux, ils seront motivés parce que c'est leur terre pour leur famille. Alors cette armée permanente, elle existe quand même, cette armée officielle, entre guillemets, c'est-à-dire l'armée régulière. C'est ce qu'on appelle les tagmata. Donc ce sont les régiments de l'armée officielle, tagmata. Il y avait aussi la possibilité, pour ceux qui ne voulaient pas faire leur service militaire, c'était de payer la contrepartie du service qu'ils auraient dû assurer par des impôts. Ils acceptaient de payer une certaine somme
donc de rentrer dans le système de la fiscalité pour ne pas faire leur service militaire. Et c'est ce service qui était militaire et qu'on appelait la strateia, que l'on continue à appeler de la même manière lorsque vous payez un impôt pour ne pas faire votre service militaire. Donc le service équivalent sous forme fiscale au service militaire s'appelle aussi strateia. Maintenant, pour résumer l'ensemble de mon propos, et je crois avoir fait le tour, quelles sont les idées forces qu'il faut retenir? J'avais dit que je reviendrais dans ma conclusion sur la modernité des institutions byzantines. L'idée centrale, c'est tout d'abord qu'il y a un pouvoir fort représenté par l'empereur. Pour que ce pouvoir fort puisse s'exercer réellement dans la vie de l'Empire, dans l'organisation de l'État, il faut une administration. Une administration qui est à la fois très hiérarchisée et qui est aussi très spécialisée, le tout visant à l'efficacité. On a vu que cette administration comprend des bureaux, les secrétas, comprend de nombreux secretoi. Je vous ai dit que c'était donc les fonctionnaires, qu'il y avait des chefs à la tête de ces différents bureaux, les logotètes. Je vous ai expliqué également que cette administration centrale est relayée dans les provinces suivant les périodes et suivant la menace que constituent donc les musulmans, d'abord les Arabes jusqu'au Xe siècle, et puis à partir du XIe siècle, ça va être les Turcs, d'abord les Turcs seljoukides, et puis à partir du XIIIe siècle, les Turcs ottomans, les Osmanlis. Il ne faut pas oublier que lors de la prise de Jérusalem, en 1099, Jérusalem venait une dizaine d'années plus tôt d'être prise sur les Arabes par les Turcs. On l'oublie parfois. 20 ans plus tôt, les croisés seraient arrivés, Jérusalem était arabe. À la fin du Xe siècle, Jérusalem est turque. Alors, donc, je vous disais que suivant les périodes, soit d'expansion de l'Empire byzantin, soit au contraire de rétraction, de contraction sur lui-même, de repli, le rôle des gouverneurs de province n'est pas le même. Les gouverneurs militaires de province sont puissants quand il s'agit de faire des provinces de véritables citadelles armées, et dans ce cadre-là, ces chefs militaires, les stratégoi, sont à la fois des généraux et en même temps des gouverneurs civils. Ils cumulent les deux fonctions, mais je vous ai dit qu'on a mis un certain nombre de freins à leur pouvoir, et ils dépendent directement de l'administration centrale pour éviter leur autonomisation. Je vous ai expliqué qu'à d'autres périodes, la menace n'est plus semblable. Donc, au XIe siècle, dès le Xe siècle d'ailleurs, ce sont les juges qui deviennent les personnages principaux au détriment des stratégoi. Je vous ai dit que juge, ça se dit crites, au singulier. Je vous ai expliqué aussi que sur place, des systèmes ont été mis en place pour avoir une armée à disposition et pour motiver les gens. Eh bien, les paysans en fait des militaires. Je ne vous avais pas dit que leur nom est celui de stratiote. Donc vous avez toujours, vous voyez, le même étymon, la même racine. Stratiote, c'est le nom de ces paysans soldats.
et que ceux qui ne voulaient pas de cette fonction, ils avaient la possibilité, ou bien on leur imposait, un impôt particulier qui est la strateia. Et alors, cet impôt servait évidemment à payer des mercenaires qui, eux, entraient dans l'armée impériale. Donc c'était pour payer l'armée, évidemment, cet impôt spécifique. Vous avez bien retenu, une tête, et vraiment une tête, hein, c'est une monarchie, non pas au sens belge, hein, monarchie constitutionnelle où le roi, bon, c'est plus un symbole qu'autre chose, il a des fonctions politiques, mais enfin, qui ne sont pas très importantes. Vous avez un chef, une tête, il y a en dessous un corps de fonctionnaires qui sont destinés à faire fonctionner la machine. On peut parler de bureaucratie. Hein. Le mot bureaucratie, ça veut dire une organisation où le pouvoir est entre les mains de l'administration. C'est bien ce qui se passe à Byzance. Ça peut même conduire, c'est pas le cas à Byzance, mais au XXe siècle, ça a conduit à la rédaction de romans comme le fameux procès de Kafka, par exemple. On dit que la situation est kafkaïenne, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait plus qui a pris la décision et quelle est la logique de la décision. Ça devient arbitraire. À un moment donné, l'administration fonctionne en fonction de règles qui deviennent incompréhensibles et sur base de critères inintelligibles. Voilà. Donc, si je dis qu'il y a modernité, c'est que ça renvoie quand même à des réalités de notre temps, peut-être aussi à des fantasmes, hein, je dirais, de l'administration en tant que pieuvre qui lance ses tentacules et qu'on est à tout moment contrôlé par l'administration. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pieuvres bien plus menaçantes, je dirais, c'est Google et d'autres moyens informatiques qui peuvent être mis au service des États, hein, pour contrôler la vie de chacun, puisque vous savez qu'à partir de votre carte de banque, eh ben, on peut repérer, évidemment, même s'il y a des lois qui empêchent, qui protègent la liberté individuelle, on peut connaître tous vos achats, donc on peut connaître ce que vous mangez, on peut savoir exactement ce que vous prenez comme médicament, si vous payez avec une carte de banque dans une pharmacie, comme les services de propreté ont la possibilité d'ouvrir les sacs qui sont devant chez vous pour voir s'il n'y a pas des objets qui ne correspondent pas aux normes, mais en même temps on peut vous identifier grâce à des enveloppes sur lesquelles il y aurait votre nom, et donc, vous savez, rien de tel que pour bien connaître quelqu'un, couvrir sa poubelle. Hein. Dans un sac, il y a toute votre vie. On sait ce que vous mangez, on sait ce que vous avez comme médicaments, puisqu'il y a des boîtes des couvertures de médicaments, on voit les enveloppes, on voit plein de choses. Évidemment, il y a des tas de choses maintenant qui passent par Internet, on est bien d'accord, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut savoir avec une poubelle. D'ailleurs, les archéologues, c'est très important pour eux d'essayer de trouver des endroits où il y a des détritus, même pour l'Antiquité, on peut savoir ce qu'ils mangeaient, etc. Vous voyez, mais à l'heure actuelle aussi, une poubelle, vous savez, ces poubelles, elles sont déposées devant chez vous. Si vous volez la poubelle, vous dites, mais qu'est-ce que ce type-là, il m'intrigue. Vous volez sa poubelle, on ne va jamais vous emmerder si vous prenez une poubelle, vous savez, et chez vous, vous renversez la poubelle, et vous voyez, vous savez plein de choses sur cette personne, franchement. Vous pouvez savoir s'il a des problèmes de cœur, vous pouvez savoir, mais des masses de choses. Il ne dit pas qu'il ne vous pousse pas à le faire, mais je veux dire, pour un historien qui s'intéresserait à l'époque actuelle, ou un sociologue ou quoi, il y a plein de choses. C'est vrai. Théoriquement, on ne pouvait pas aller dans les poubelles les autres. Qui va vous piquer? Il y a plein de poubelles. Hein. Enfin, je vous dis ça. Maintenant, j'en arrive à ma conclusion, parce que j'étais en train de peut-être... oui, comment? Ben oui, je crois avoir terminé, hein, il me semble. Hein. Alors, quelques ouvrages importants, celui d'André Guillou, La civilisation byzantine, paru chez Artaud, d'Alain Dusselier, Byzance et le monde orthodoxe, chez Armand Collin, un peu comique
parce que je présente les livres comme des icônes byzantines, justement. Je ne suis pas pope pour autant. Alors, de Michel Kaplan, un ouvrage paru récemment, en folio, je vais essayer de voir la date, 2016, aux éditions Gallimard. Alors là, je vous sais, parce que c'est vraiment, non seulement c'est quelqu'un qui est un grand spécialiste, il enseignait à la Sorbonne, il était même président de l'Université de Paris-Sorbonne. Michel Kaplan, pourquoi Byzance, un empire de 11 siècles? En folio Histoire. D'Alain Dusselier, que nous avons déjà rencontré, les Byzantins, Histoire et Culture dans la collection Point. Très très bien. Devin Patlajan, qui enseignait à l'Université de Paris-Nanterre, un Moyen-Âge grec, Byzance, 9e, 15e siècle, chez Albin Michel. Alors, les deux ouvrages que je vous conseille vivement, alors là, il y a tout un chapitre dans ce petit guide de Michel Kaplan qui s'intitule Byzance. Il y a tout un chapitre sur les institutions, institutions politiques, exercice du pouvoir, sur la justice, les finances, l'armée. Donc, c'est publié dans les guides Belles Lettres des civilisations. Et alors, un grand classique, un vieux classique, qui s'intitule Les institutions de l'Empire byzantin, collection L'évolution de l'humanité, chez Albin Michel. Là, vous avez des chapitres entiers sur la justice, sur les finances, sur tout ce que j'ai pu vous expliquer ici, mais de manière très détaillée. C'est un vieux classique. Voilà, j'ai dit.